Je m'appelle Chloé et j'ai 29 ans. L'odeur de la dinde au marron me fait encore contracter la mâchoire car c'était le soir où mon frère s'est levé lors du réveillon de Noël pour annoncer que nos parents lui avaient secrètement cédé l'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains et que je ne recevrais rien du tout. Nous étions assis autour de la longue table en chêne de mes parents, celle-là même où j'avais autrefois équilibré mes factures et mon ordinateur portable pendant que tous les autres regardaient le journal télévisé et que les bougies vacillaient comme si elles savaient qu'un drame se préparait. Mon frère, Clément, s'est raclé la gorge avec cette confiance pratiquée qu'il portait toujours comme son costume sur mesure, il a levé son verre de Bordeaux et a parlé assez fort pour figer chaque conversation contre les murs. Avant de manger, je veux juste remercier maman et papa d'avoir cru en moi et de m'avoir officiellement confié la direction de la société. Et puis, avec un sourire qui tranchait comme une lame, il a ajouté que Chloé ne serait plus impliquée désormais. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux, non pas parce que j'étais surprise car la trahison a aussi une odeur métallique et familière, mais parce que le moment était chirurgical, choisi pour m'humilier devant toute la famille. Mes parents ne m'ont pas regardé, même quand il a dit que je n'obtiendrais rien, comme si le mot lui-même était un verdict déjà scellé. J'ai construit cette agence de communication à partir d'un bureau emprunté dans une chambre de bonne mal isolée à Paris, des nuits entières nourries de café bon marché et d'un espoir têtu, pendant que mon frère se cherchait aux frais de la princesse avec l'argent de nos parents. Et maintenant, il se tenait là comme un héros dans une histoire qu'il n'avait jamais écrite. J'ai pensé au premier client que j'avais décroché en promettant des résultats miraculeux alors que je savais à peine comment les livrer, au contrat que j'avais négocié les mains tremblantes sous la table. Aux semaines de paie où je payais mon équipe avant moi-même parce que je ne pouvais pas supporter de les décevoir. Et tout cela m'a traversé l'esprit en un éclair alors que ma mère tamponnait ses lèvres avec une serviette en lin et que mon père étudiait le grain du bois comme s'il pouvait l'absoudre. Mon frère continuait de parler, embellissant le récit, disant que nos parents voulaient de la stabilité, un vrai leader, quelqu'un qui pourrait faire passer l'entreprise à l'étape supérieure. Je pouvais sentir l'air se raréfier dans la pièce, les fourchettes restaient en suspens, les oncles et tantes retenaient leur souffle car les dîners de famille ont cette façon de devenir des procès sans jury. Le regard de ma tante s'est tourné vers moi, mon cousin a toussé, et le silence me suppliait de jouer mon rôle, de m'effacer, d'avaler la pilule. Au lieu de cela, j'ai pris une gorgée de vin, assez lentement pour sentir le verre frais contre mes lèvres, et j'ai goûté au courage que j'accumulais depuis des années, car c'était le moment où les mots de ma propre vie se formaient exactement comme ils seraient répétés plus tard. Mon frère s'était levé à Noël et avait annoncé que nos parents lui avaient secrètement donné l'entreprise que j'avais créée et que je n'avais plus rien. Alors, j'ai posé mon verre, j'ai regardé mon père et j'ai dit, « Est-ce que je leur dis maintenant ou est-ce que tu préfères t'en charger ?» La question est tombée comme une assiette brisée, fracassant l'histoire soigneusement ficelée que mon frère racontait. Pour la première fois de la soirée, mon père m'a regardé et ses yeux affichaient la panique d'un homme qui sait qu'un tiroir verrouillé vient d'être forcé. Il a bafouillé quelque chose sur le moment mal choisi, sur la famille, sur la gratitude, mais l'attention de la pièce s'était déplacée vers moi. La gravité s'était recalibrée et je pouvais sentir des années de silence se détacher de moi. Je me suis souvenu des courriels que j'avais sauvegardés, des signatures que j'avais exigées quand mes parents me poussaient à garder les choses informelles, des clauses que j'avais ajoutées tard dans la nuit parce que je faisais plus confiance au papier qu'aux promesses. Je me suis souvenu que le nom de mon frère manquait sur les documents quand cela comptait et apparaissait mystérieusement quand ce n'était pas le cas. J'ai compris alors que leur plan reposait sur mon silence plus que sur son discours. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin, car le calme peut être plus bruyant que les cris. J'ai laissé la pause s'étirer jusqu'à ce que même la dinde semble refroidir. Puis j'ai demandé à nouveau doucement, « Est-ce que je leur dis maintenant ou est-ce que tu veux le faire ?» Le sourire de mon frère a vacillé, l'assemblée s'est penchée vers nous et dans ce souffle suspendu, j'ai ressenti quelque chose d'inconnu, un sentiment de contrôle total parce que la vérité, une fois invitée, a une façon d'entrer sans demander la permission. Je savais que quoi qu'il arrive ensuite, l'histoire ne serait plus racontée sur moi sans que je sois actrice de ma propre vie. La salle est restée figée après ma question et dans ce silence, j'ai enfin compris quel pouvoir on obtient en refusant simplement d'être effacé. Mon père a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a essayé de rire pour détendre l'atmosphère, mais son rire a sonné faux et mon frère a changé de posture comme un homme réalisant que le sol sous ses pieds n'était plus solide.
Pendant ce temps, j'ai posé mon verre avec précaution et je leur ai dit qu'il y avait des choses que tout le monde méritait d'entendre car il ne s'agissait pas seulement de sentiments blessés mais de la vérité. J'ai expliqué comment l'entreprise n'avait pas été un projet familial comme ils aimaient le dire, mais quelque chose que j'avais commencé seul à 23 ans avec un prêt de 10 000 € que j'avais remboursé moi-même. J'ai rappelé comment chaque premier contrat me listait comme fondatrice et unique propriétaire, comment mes parents n'étaient intervenus que plus tard en offrant des conseils qui s'étaient lentement transformés en pression. Et comment la promotion soudaine de mon frère s'était produite dans mon dos pendant que je négociais notre plus grande expansion avec un client à Lyon. J'ai regardé les visages changer à mesure que les détails remplaçaient les suppositions, et je pouvais sentir le récit échapper aux mains de mon frère alors que les proches se penchaient pour poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Ma mère a essayé d'interrompre en disant que ce n'était pas l'endroit pour ça, que Noël était une fête de convivialité, mais j'ai souligné, toujours calme et ferme, qu'ils avaient eux-mêmes choisi cet endroit lorsqu'ils avaient annoncé que je ne recevrais rien et que la convivialité bâtie sur des mensonges n'était qu'un mot plus joli pour désigner le contrôle. Mon frère a hurlé que j'exagérais, que l'entreprise avait besoin d'une présence plus forte et qu'il ne faisait que prendre ses responsabilités. C'est alors que j'ai fait glisser le dossier que j'avais apporté, resté fermé jusqu'à ce moment, à travers la table vers mon père, en lui disant qu'il pouvait soit expliquer les signatures lui-même, soit me laisser le faire. Le dossier contenait des copies des statuts de la société, des accords de capital et des courriels reconnaissant ma propriété exclusive, et alors que mon père les feuilletait, ses épaules se sont affaissées sous le poids des preuves tandis que la confiance de mon frère se transformait en colère noire. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise en réalisant que mon frère avait été nommé directeur général par intérim sans aucune autorité légale et un autre parent a murmuré que cela semblait très malhonnête. Je n'ai pas savouré leur malaise mais je n'ai pas non plus adouci la vérité. J'ai dit que j'avais découvert la tentative de transfert des parts quelques semaines plus tôt, que j'avais déjà consulté un avocat et que j'avais décidé d'attendre le repas de Noël uniquement parce que j'espérais qu'il choisirait l'honnêteté avant de faire un spectacle. Mais puisqu'il ne l'avait pas fait, j'en avais fini de protéger les sentiments au détriment de mon avenir. La dispute a alors éclaté, les voix se chevauchaient, les accusations fusaient, mon frère insistant sur le fait qu'on lui avait tout promis depuis l'enfance, mes parents plaidant qu'ils essayaient juste de maintenir la paix. Et moi répétant encore et encore que la paix sans justice n'est que du silence forcé. Finalement, mon oncle s'est levé et a dit à tout le monde d'arrêter, rappelant que les faits comptaient plus que l'orgueil. Dans ce silence, mon père a enfin admis ce qu'il avait essayé de cacher, à savoir que l'entreprise m'appartenait légalement, que toute tentative de la donner échouerait et qu'ils avaient espéré que la pression familiale me ferait céder. Entendre cela à haute voix a été comme une porte qui se fermait derrière moi, définitif et libérateur. Je me suis levée, j'ai remercié tout le monde de m'avoir écouté et j'ai dit que je partais car le reste pourrait être réglé par des avocats et non autour de restes de nourriture. Je suis sortie dans la nuit froide de décembre avec mon manteau à moitié boutonné, le cœur battant mais le dos droit. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère, comme si j'avais déposé un fardeau que je ne savais pas porter. Les semaines qui ont suivi ont été chaotiques, marquées par des messages colériques, des excuses forcées et finalement le silence. Mais le résultat était clair, mon frère a perdu son illusion d'héritage, mes parents ont perdu le levier sur lequel ils comptaient et j'ai gagné quelque chose de plus précieux qu'une excuse, la clarté. L'entreprise s'est stabilisée sous une direction choisie pour sa compétence et non pour les liens du sang. J'ai appris que la loyauté familiale ne signifie pas accepter la trahison comme une tradition. Quand les gens me demandent aujourd'hui si je regrette d'avoir pris la parole à cette table, je repense aux bougies, à la dinde, à la façon dont ma voix n'a pas tremblé quand j'ai demandé « Est-ce que je leur dis maintenant ou est-ce que tu veux le faire ?» Et je souris parce que cette question a tout changé, pas seulement pour moi mais pour tous ceux qui regardent et à qui on a dit de se taire au nom de la paix. Cette histoire est un rappel puissant que le respect au sein d'une famille ne doit jamais être confondu avec la soumission aveugle. En France comme ailleurs, le poids des traditions et la volonté de maintenir une apparence de parfaite harmonie lors des fêtes peuvent étouffer la justice la plus élémentaire. Chloé a brisé ce cycle de manipulation en opposant la froideur des faits juridiques à l'émotionnel toxique de son entourage. Il est fascinant de voir comment une simple question a pu démanteler un plan orchestré depuis des mois.
Cela nous montre que même face à ceux qui nous ont élevés, il est essentiel de fixer des limites claires et de protéger le fruit de notre travail acharné. L'entrepreneuriat est un parcours solitaire et difficile, et voir ses propres parents tenter de saboter ce succès pour favoriser un fils préféré est une trahison ultime. Pourtant, en restant calme et préparée, elle a transformé une humiliation publique en un acte de libération totale. Que pensez-vous de la réaction de Chloé? Auriez-vous eu